Passons maintenant à la deuxième partie de cette première partie sur le CPAS et la commune. Quelles sont les interactions? Et donc j'appelle Monsieur Georgi Manalis, responsable de la Fédération des CPAS bruxellois, et Monsieur Grégory Jacques, qui est là pour l'association des secrétaires généraux et qui est aussi secrétaire général du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert. Merci. Alors, à mon tour maintenant, alors moi je n'ai pas d'avion à prendre, donc on aura un peu plus de temps pour vous présenter un élément qui est aussi important, je pense, dans la vie de tous les jours d'un conseil et d'un conseiller communal, c'est évidemment les relations, les interactions qu'il a avec le CPAS. Alors on va sommairement, voilà ce que je voulais vous présenter, c'est un bref portrait des CPAS, qui sont les acteurs, quelles sont les missions, quelles sont les instances de ce CPAS, les relations entre la commune ou les communes et leur CPAS, et puis on passera de la théorie à la pratique avec un entretien avec un secrétaire général, et enfin on évoquera ensemble certains défis qui nous semblaient importants à rappeler peut-être en début de mandature, défis partagés que nous aurons à la fois au sein des CPAS, mais qui rejailliront sur le fonctionnement ou sur en tout cas les sujets qui devront être évoqués aussi au sein des communes. Alors, la petite carte qui est bien connue maintenant, j'y reviendrai dans un instant, pourquoi on l'a mise là. Alors, quand on parle des CPAS, on parle surtout d'une loi fondamentale qui est la loi du 8 juillet 1976, qu'on dit loi organique des CPAS. C'est surtout celle-là que vous devez retenir, puisque c'est vraiment cette loi-là, même si elle est une parmi d'autres pour les CPAS, cette loi-ci, celle de 1976, organise véritablement le CPAS, les interactions qui existent. Et alors, parce qu'on n'est jamais simple en Belgique, elle est évidemment déclinée, même si c'est une loi fédérale, avec une grande partie de son contenu qui est encore fédéral, mais il y a certaines parties qui ont été, par le phénomène de régionalisation, qui a été traduit dans les différentes régions. Et donc c'est important, si vous deviez avoir et vous précipiter en sortant d'ici sur la loi de 1976, vérifiez bien que vous avez accès à celle concernant Bruxelles, et elle se trouve d'ailleurs sur le site de Brulocalis. Alors, l'article 1er, je voulais quand même vous le rappeler, que fait un CPAS? Eh bien, il va octroyer l'aide sociale et il va s'assurer que chacun vit et mène une vie conforme à la dignité humaine. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit en même temps, puisque l'aide sociale, donc c'est l'élément important de cette phrase, c'est l'aide sociale et c'est la vie conforme à la dignité humaine. Vous avez compris que, évidemment, il s'occupe de ceux qui sont les plus précarisés sur un territoire communal. L'article 2, élément important, on rappelle que les CPAS sont des établissements publics dotés d'une personnalité juridique qui est distincte de la commune, et donc il y a aussi une autonomie, comme les communes, il y a une autonomie qui existe pour les CPAS. Donc c'est important à retenir que c'est un établissement public qui est aux côtés de la commune, pour lequel il y a des interactions et on y reviendra, mais qui est doté lui-même d'une personnalité juridique. Et enfin, d'où la petite carte, chaque commune du royaume a son propre centre public d'action sociale, son propre CPAS. À Bruxelles, il y en aura donc 19. Alors, le centre public est géré par un conseil formé de politiques. Vous le savez déjà puisque vous les avez élus, vous qui êtes conseillers communaux. Et à Bruxelles, le nombre de ces conseils oscille entre 11 membres et 15 membres. 11 membres, c'est évidemment en fonction de la taille des communes, de la population. 11, il y a quelques CPAS qui sont encore à 11, on pense à Saint-Josse et à Kuckelberg. La grande majorité des CPAS bruxellois sont à 13 membres du Conseil de l'action sociale et il y en a un qui est à 15 membres, c'est évidemment celui de la ville de Bruxelles. Alors on élit des conseillers de l'action sociale, vous avez élu, vous conseillers communaux, c'est une élection indirecte, et par contre, l'élection du président du CPAS, lui, est directe par le conseil, par les membres du conseil de l'action sociale. Vous connaissez, vous avez récément, enfin fin décembre, parce que ça c'est aussi acté par la loi de 76, fin décembre, vous avez élu les conseillers de l'action sociale et qui donc forment ce corps, à la fois
effectifs et suppléants qui forment ce corps qui agit au sein des CPAS bruxellois. Alors pour être élus, ça c'est important de vous le dire aussi, ils doivent être évidemment, il y a un lien évidemment avec la population, ils doivent être inscrits sur la liste des électeurs communaux, ils doivent être âgés de 18 ans au moins, avoir leur résidence principale sur le territoire communal, le territoire du ressort du centre et du CPAS, et il ne peut pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité, ça c'est tout comme les conseillers communaux. Donc il y a quand même un lien direct entre la population et son CPAS, comme on le retrouve pour les communes. Alors le lien aussi qui existe, c'est déjà un lien, c'est que le Conseil de l'action sociale peut comporter un certain nombre d'élus communaux. Donc il peut avoir une double casquette, c'est prévu par la loi, mais il y a un maximum d'un tiers exerçant à la fois le mandat de conseiller communal et de conseiller de l'action sociale. S'il y en a plus d'un tiers, ceux qui formeront ce plus d'un tiers seront automatiquement écartés puisque c'est une cause d'incompatibilité légale stricte qui les frappe à ce moment-là et donc ils ne peuvent pas alors cumuler les deux, mais jusqu'à un tiers. Et globalement, je ne sais pas, on posera peut-être la question tout à l'heure, mais globalement, on retrouve assez peu de doublons dans les conseils de l'action sociale. On a vraiment des conseils d'action sociale formés de conseillers qui ne font qu'être conseillers de l'action sociale. Alors, ils prêtent évidemment serment entre les mains du bourgmestre, autre lien qui existe entre la commune et le CPAS. Les organisations des réunions se font par le CPAS et pour le CPAS et entre les CPAS, mais le bourgmestre peut assister aux réunions avec une voix consultative et il peut même, dans certains cas, présider les réunions du Conseil de l'action sociale. Autre lien qui existe entre les deux entités. Et alors, évidemment, pour avoir une cohérence, on a une même majorité politique qui existe tant au Conseil communal qu'au Conseil de l'action sociale. Alors, comment arriver, par exemple, prenons un cas, le cas de Scarbeck, 47 conseillers communaux, 13 conseillers de l'action sociale, comment faire en sorte que la même majorité, quand il y en aura une, mais la même majorité puisse se retrouver des deux côtés? Eh bien, c'est la spécificité du vote plural. Donc, c'est un des lieux, enfin, si pas le dernier lieu en Belgique où on vote de manière plurale, c'est-à-dire qu'on donne un nombre plus élevé. Donc, un élu communal n'a pas droit à une voix, mais il en a droit à 8. Et donc, par le mécanisme des 8, comme il va distribuer son vote pour former les 13 élus de l'action sociale, eh bien, on pourra imaginer que par ce mécanisme-là, donc c'est le seul mécanisme qu'on a trouvé, pour permettre qu'il y ait une majorité qui se retrouve dans les deux instances. Mais on pourrait imaginer, mais ce serait plus de l'ordre d'une erreur, on pourrait imaginer qu'il y ait une majorité qui ne soit pas tout à fait la même, mais vous imaginez à quel point ça pourrait être compliqué de gérer à la fois une majorité politique différente d'un lieu à l'autre. Mais en tout cas, en ce qui concerne Bruxelles, pour toutes les communes qui ont déjà un conseil de l'action sociale élu ou installé, elles ne sont pas encore toutes, eh bien, il y a une majorité identique des deux côtés. Alors, dans les élus, eh bien, qui on retrouve? On retrouve le président du CPAS, ou le ou la présidente du CPAS. Lui, c'est vraiment le top décideur politique. Il prend les décisions au sein du conseil et des organes délibérants, tous les autres organes qui forment le CPAS. On a le bureau permanent, on a les comités spéciaux, on a les comités thématiques, on a des comités spéciaux de l'action sociale. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est lui qui préside toutes ces réunions, outre le fait de présider le conseil lui-même. Donc, c'est vraiment le top décideur politique. On a le secrétaire général, qui lui est, à l'inverse, un top manager, mais de l'administration et de tous les services qui sont liés au fonctionnement du CPAS. Et donc, quand je parle des services, on parle aussi, par exemple, des maisons de repos ou de tous les autres services. Par exemple, des centres de jour. Il y a des CPAS qui ont des centres de jour, d'autres, quasi tous, ont une maison de repos. Eh bien, l'administration de ces différentes instances, de ces différents services liés au fonctionnement du CPAS sont aussi sous l'autorité du secrétaire, du top manager de l'administration.
Alors, on a d'autres grades légaux, et là, on voit vraiment une similitude avec une certaine mimétisme avec le fonctionnement des communes, puisqu'on a aussi un directeur financier. On l'appelait avant receveur financier, aujourd'hui c'est un directeur financier. On a un directeur RH, on a un directeur de l'action sociale, qui est un manager, j'ai envie de dire, de l'ensemble des actions, des aides sociales qui peuvent être octroyées par le CPS. Il est là comme manager aussi. Et ces différents rôles sont d'ailleurs déterminés dans la loi de 76. Dans sa version bruxelloise, vous avez vraiment une déclinaison de tous ces postes, de tous ces grades légaux, mais aussi de leur contenu et du fonctionnement de chacun d'entre eux. Alors, il y a un cadre légal strict qui va permettre à un CPS d'intervenir. Là, je parle des 5 lois piliers. Je vous ai parlé de la première d'entre elles, qui est la loi de 76, mais il y a 4 autres lois ou arrêtés d'exécution, mais qu'on appelle les 5 lois piliers du CPS, qui en fait permettent l'action au quotidien des CPS, notamment l'octroi des aides sociales, les conditions d'octroi, toute une série de choses qui rentrent plus dans les détails, non plus du fonctionnement du CPS, mais vraiment de son action au quotidien. Alors, ce qui est important, c'est que même si c'est un cadre légal strict, il a quand même un très large pouvoir. Vous vous souvenez, la définition que je vous ai donnée il y a un instant, de l'article 1er, on parle d'aide sociale. On ne la définit pas nécessairement, on ne la pointe pas, et donc il y a une série de compétences énormes, et je peux vous dire que les CPS bruxellois ont beaucoup d'imagination pour, en tout cas, intervenir sur le plan social. Et donc, la loi dit, tout ce qui ressort, tout ce qui relève du Conseil de l'action sociale, c'est vraiment régler tout ce qui est de la compétence du Centre public d'action sociale. Et d'ailleurs, la différence, je ne sais pas s'il y a des conseillers de l'action sociale dans la salle, mais la différence entre le conseiller de l'action sociale et le conseiller communal, c'est que l'ensemble des décisions que le conseil va prendre est beaucoup plus large que le conseiller communal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de collège, tout simplement. Il n'y a pas des compétences qui sont exercées par des échevins, il n'y a pas de collège échevinal ou l'équivalent dans un CPAS. On a vraiment alors, à ce moment-là, toutes les compétences, mais donc ça va des compétences d'octroi d'aide sociale, de gestion, notamment aussi de gestion avec le secrétaire, mais de gestion, de prise de décision politique sur la gestion des maisons de repos, par exemple. Ça peut être aussi des engagements, des licenciements et des engagements de personnel. Tout ça relève véritablement du Conseil de l'action sociale. Vous voyez que c'est quand même relativement large, et c'est pour ça qu'une grande majorité de CPS se réunit au moins une fois par mois, mais il y a que certains d'entre eux qui se réunissent tous les 15 jours, comme à Schaerbeek, ou toutes les semaines, comme à Bruxelles-Ville. Et toutes les réunions du Conseil de l'action sociale, ça c'est important, contrairement aux réunions du Conseil communal, sont toutes à huis clos. Donc ça c'est très important. Toutes les décisions qui sont prises, et même les votes qui ont été exprimés, sont à huis clos. Et il est important de vous dire que la violation de ce huis clos relève du Code pénal, de l'article 458 du Code pénal. Donc c'est vraiment important. Et pourquoi ce huis clos ? Pour toutes les décisions, en fait tout simplement parce que au sein du Conseil, vous pouvez passer d'une décision individuelle d'octroi d'une aide à une personne ou à une situation précise, et donc vous avez accès à une série d'informations quand vous êtes conseiller de l'action sociale, série d'informations de type financière, de type médical, donc voilà, toute une série de situations qui relèvent de la vie privée, du respect de cette vie privée et donc de la nécessité de maintenir un huis clos. Et récemment, on m'a posé la question de savoir, au fond, une décision qui a été prise, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, peu importe, mais une décision pour laquelle on n'est pas d'accord, est-ce qu'on peut dire qu'on n'était pas d'accord ? Alors, une décision qui est prise par un conseil devient généralement publique. Est-ce qu'on ouvre une nouvelle maison de repos ? Oui, à un moment donné, on le saura. Donc, et puis, ce sont des décisions en tant que telles qui sont prises et qui sont envoyées à la tutelle ensuite. Donc, en tant que telles, oui. Mais alors, par contre, le vote qui a été exprimé, dire « moi, je me suis opposé et j'ai voté contre une décision au Conseil de l'action sociale », eh bien, le simple fait de dire « on a voté et j'ai voté contre » relève de ce huis clos qui est violé et donc est, en tout cas sur le plan pénal, peut-être pas, mais en tout cas sur le plan réglementaire, qui est une faute de la part du conseiller. Alors, dans les relations entre la commune et les CPAS, je vous ai déjà un peu dressé certaines situations.
C'est une intervention. Il existe une intervention entre la commune, de la commune sur son CPAS, mais j'ai quand même l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'interventionnisme. Donc il y a vraiment une... Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, on vous parle d'intervention, mais pas d'interventionnisme. Vous allez voir, évidemment, c'est dans le cadre du respect de l'autonomie, dans le cadre du respect de la personnalité juridique du CPAS, qui décide lui-même et seul sur la politique sociale qu'il développe. Ça relève évidemment de l'intervention du seul CPAS, mais le droit de regard est toujours important, et j'y reviens dans un instant. Le droit de regard de la commune est quand même bien présent, mais il ne peut pas intervenir directement pour octroyer ou ne pas octroyer une aide sociale à monsieur ou madame X ou Y, ou même décider lui-même. Conseiller communal, dans le cadre du conseil communal, ne pourrait pas demain dire il faut fermer la maison de repos en tant que telle. Vous verrez qu'il y a un moyen peut-être, mais en tout cas, la décision en tant que telle, elle appartient au CPAS et à lui seul. Mais par contre, je vous ai expliqué tout à l'heure, il est déjà présent dès l'entame de la vie du CPAS, puisque ce sont les élus communaux qui élisent, par élection indirecte, qui élisent les conseillers de l'action sociale. Donc vous voyez qu'il y a déjà là, à la genèse même du Conseil de l'action sociale, déjà une intervention de la commune. Alors c'est une source financière aussi. La commune est une source financière de son CPAS. Via la dotation communale, il finance une partie de la politique sociale décidée au sein du Conseil. Et la dotation communale est un élément du budget communal, et donc par ce biais-là, la commune, le conseiller communal, le conseil communal peut intervenir et vote le budget propre au CPAS aussi, le budget propre de la dotation communale au CPAS, puisque le budget lui-même du CPAS est voté par le conseil de l'action sociale et par lui seul. Donc vous voyez là, il y a quand même une intervention via cette dotation. Et alors je rappelle aussi un élément que vous aurez peut-être à vivre aussi en tant que conseiller communal, c'est quand vous avez des CPAS ou un CPAS qui à la fin de l'année ou de son exercice budgétaire a un trou, eh bien c'est au conseil communal de voter de comment pallier à ce trou financier, puisque vous savez probablement que contrairement à la commune, le CPAS n'a pas les possibilités de lever lui-même des recettes nouvelles. Il ne peut pas taxer, donc il n'a pas ces moyens-là, et donc par le truchement de la dotation communale, il y a donc cette intervention de la commune sur le CPAS. Depuis 2019 et donc maintenant depuis cette installation-ci, le président du CPAS est membre du collège des bourgmestres et échevins. Il assiste à toutes les réunions, il a une voix consultative, mais il assiste à toutes les réunions, et depuis cette législature-ci, je disais, il y a une certaine légitimité qui est renforcée, en tout cas par la présence systématique du président du CPAS au sein du collège. Avant, on ne l'invitait il était invité par le collège des bourgmestres et échevins que lorsqu'ils évoquaient au sein du collège des décisions propres au CPAS. Maintenant, il fait partie à part entière du premier, même s'il n'a qu'une voix consultative. Et le contrôle des comptes du CPAS se fait aussi via cette tutelle financière dont je vous parlais il y a un instant, tutelle financière sur les CPAS. Eh bien, vous avez, en tant que conseiller communal, au sein du conseil communal, ce contrôle des comptes, et on évoquera tout à l'heure, avec un cas pratique, on évoquera tout à l'heure comment ça se fait concrètement. Et puis alors, il y a un droit de regard du conseil communal aussi et de la commune sur la note de politique générale du CPAS et de son plan triennal de trajectoire budgétaire. Vous voyez que par le biais du compte, par le biais du budget d'un CPAS, ce regard-là est quand même porté par la commune. Et enfin, on évoquera, et je vais m'attarder là-dessus, il y existe, c'est prévu par la loi, il existe un comité de concertation, et comme son nom l'indique, c'est un comité de concertation, où il y a une obligation de se concerter entre la commune et le CPAS. C'est un organe qui est obligatoire, qui est imposé par la loi, qui est structuré, qui a un fonctionnement bien réglementé et qui est directement imposé par la loi. Donc vous devez avoir un comité de concertation, et le comité de concertation est généralement composé du président du CPAS et du bourgmestre.
Ça, c'est le minimum. Et puis, il y a aussi des conseillers de l'action sociale et des conseillers communaux qui assistent dans ces réunions du comité de concertation. Et c'est vraiment là que se joue ce travail commun, cette intervention, cette possibilité de regard de la commune sur son CPAS. Et cette concertation doit avoir, c'est la loi qui l'impose, il doit avoir lieu au moins tous les 3 mois, avec une délégation, je vous l'ai dit, du Conseil de l'action sociale et une délégation du Conseil communal. Ces 2 délégations constituent conjointement le comité de concertation, donc il faut qu'ils se mettent d'accord ensemble pour vraiment former ce comité de concertation. Et comme je vous le disais, le bourgmestre et le président du CPAS y font d'office partie. La concertation soumise à des règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est un règlement d'ordre intérieur conjoint, qui est arrêté par le Conseil communal et par le Conseil de l'action sociale. Donc vous voyez vraiment l'importance de ce comité de concertation. Le secrétaire général du Centre public d'action sociale fait et assure le secrétariat du comité de concertation, et on va l'évoquer dans un instant, avec un cas réel. Le comité de concertation rend des avis qui sont joints aux délibérations du CPAS et qui sont soumis et qui sont envoyés à la tutelle. Donc vous voyez que les avis deviennent des avis ayant une portée réglementaire importante pour les CPAS. Et alors, c'est important, la loi, je vous l'ai dit, non seulement impose le fonctionnement du comité de concertation, mais aussi impose la consultation obligatoire du comité de concertation. Dans quel cas? Eh bien, lorsqu'on vote le budget du CPAS, lorsqu'on vote le cadre du personnel, lorsqu'on vote le statut administratif et pécuniaire du personnel, lorsqu'on vote de l'engagement de personnel complémentaire, donc on sort du cadre, lorsqu'on crée de nouveaux services ou qu'on veut étendre des services existants, lorsqu'on veut modifier le budget, ayant évidemment un impact visant à augmenter ou à diminuer éventuellement l'intervention de la commune via la dotation. Et enfin, le programme de politique générale et le plan triennal sont aussi discutés. Donc voilà toutes ces petites flèches. Vous voyez qu'évidemment, c'est évidemment à voir avec quoi? Avec le budget, évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure, le regard financier, le regard budgétaire de la commune sur son CPAS, voilà à travers lesquels les différentes matières qui doivent faire l'objet d'une discussion au sein du comité de concertation et que la loi impose comme consultation préalable à la prise de toutes ces décisions. Il faut que le comité de concertation, délégation communale et délégation de CPAS, se soit penché sur ces questions avant de les adopter, que ce soit d'un côté ou de l'autre, principalement du côté des CPAS. Et alors c'est très simple, le CPAS va par exemple proposer un budget, ils vont faire un projet de budget, ils vont imaginer un projet de budget, ils vont l'adopter, ce projet de budget, ils vont attendre que le comité de concertation se réunisse et qu'il y ait une décision qui soit prise au sein de ce comité de concertation avant de faire revenir la première proposition de budget, éventuellement modifiée, amendée. Par exemple, ce qui arrive très, très régulièrement, c'est que vous ayez des CPAS qui nous disent « j'ai besoin d'avoir une augmentation de ma dotation communale, de la dotation communale de plus de 15%. » Ça arrive chaque année. La commune va dire vous êtes gentil, mais je n'ai pas ces 15% d'augmentation. Donc je peux vous donner que 5% ou 8%. Et puis commencent alors vraiment les discussions, les négociations au sein de ce comité de concertation. Et puis on arrive à une seconde mouture du budget, et donc cette seconde mouture du budget revient au sein du Conseil de l'action sociale et est donc votée parce qu'il aura fait l'objet de ce passage imposé, obligatoire, par le comité de concertation. Il en va de même pour le personnel, pour les services, enfin tout ce que je vous ai indiqué là. Alors l'article 26, et ça on l'oublie un peu, mais tout ce qui est dans un sens l'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'article 26 bis, le précédent était le 26, impose également que des décisions, des matières ne peuvent pas être prises sans qu'il y ait une décision des autorités communales. Bon, elles peuvent être prises par les autorités communales, mais après avoir été préalablement soumises au comité de concertation. Et ça, parfois, les communes oublient. Ils oublient qu'il y a une obligation d'un côté, mais qu'il y a une obligation aussi de l'autre. Et donc, c'est par exemple, lorsque la commune décide de la fixation ou de modifier le statut administratif et pécuniaire de son personnel, je rappelle pourquoi il faut que ça se passe, parce que vous avez le même
règlement de travail, le même statut qui s'applique aux travailleurs, aux agents du CPAS comme aux agents communaux. Et donc, si la commune veut changer son statut administratif et pécuniaire du personnel, eh bien, il faut qu'il ait aussi consulté le comité de concertation préalablement, parce que ça va avoir directement un impact sur le CPAS. Et alors, la deuxième chose, c'est si la commune veut créer de nouveaux services ou d'établissements à finalité sociale, avec aussi un impact pour éventuellement les CPAS, parce qu'on va à un moment donné dire, la commune va dire, ben tiens, je vais ouvrir mon centre de jour, ben, comme je n'ai pas de personnel compétent pour m'occuper de ça au quotidien, ben, je demanderais bien à mon CPAS de s'en occuper, puisqu'il a des infirmières et des infirmiers, parce qu'il a du personnel, etc., qui pourrait s'en occuper, et puis c'est du social. Eh bien, s'il le décide, et c'est le droit le plus strict de la commune de le décider, il faut qu'il ait aussi, qu'elle ait préalablement quand même consulté le comité de concertation, où la commune pourra dire « oui, très bien, bonne idée, excellente idée même, mais il me faudrait du personnel supplémentaire ». Et donc là, on rentre dans la discussion que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ces listes ne sont pas figées, hein, elles peuvent être complétées par un règlement d'ordre intérieur. Hein, je vous ai parlé du règlement d'ordre intérieur. Il peut y avoir comme ça une série d'autres cas où le comité de concertation est obligatoirement consulté. Et enfin, le comité de concertation va établir aussi annuellement un rapport qui va devoir se pencher, ça c'est aussi une nouveauté, mais qui est dans la loi et qui est donc spécifié et obligé par la loi, un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités, c'est exactement ce que la loi dit, du CPAS et de la commune, et ce rapport doit être annexé au budget. Donc il y a là aussi une volonté de vouloir donner à ce comité de concertation une certaine forme de discussion autour de ces économies d'échelle et de ces doubles emplois. Donc vous voyez qu'il y a là aussi, très concrètement, une relation qui s'est installée de manière très très fine et importante entre la commune et son CPAS. Alors maintenant, je vous propose de passer de la théorie à la pratique, et donc je vais inviter Grégory Jacques, qui est donc secrétaire, lui-même secrétaire général d'un CPAS, de Woluwe-Saint-Lambert, mais qui est aussi président de l'association. Voilà. Voilà. On a voulu faire un peu plus dynamique, et donc je vous présente Grégory Jacques. Grégory Jacques est donc secrétaire général du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, mais il est aussi président de l'association des secrétaires généraux bruxellois. Donc c'est à ce titre-là, comme secrétaire aussi. Et donc si on devait vous demander de vous présenter, qu'est-ce que vous diriez ? Voilà, ça me C'est bon? Non? Si, c'est bon? Ah, voilà. Alors, je suis juriste de formation. Je travaille au CPAS de Woluwe-Saint-Lambert depuis maintenant 23 ans. D'abord comme juriste, puis à l'époque receveur, donc directeur financier, et puis depuis 2011, secrétaire général, enfin secrétaire, et puis en 2019, le titre a changé. Et ça fait maintenant, je crois, une dizaine d'années que je suis le président de l'association des secrétaires généraux. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le secrétaire général est à l'image de ce qu'est le secrétaire à la commune? Vous êtes un peu un chef. C'est ça. Donc la loi précise bien que le secrétaire général est le responsable et chef de l'administration, avec un rôle, mais qui est le même également à la commune. Un second rôle, à mon avis, fort important, d'où vient le nom de secrétaire, c'est que la loi précise bien que, sans jamais pouvoir évidemment participer au vote et donc aux décisions, le secrétaire général du CPS doit rappeler le droit lors des séances du bureau permanent et du conseil. Et donc, si je devais constater qu'un vote se dirigerait vers une décision parfaitement illégale, je n'ai évidemment aucun pouvoir d'empêcher le vote qui va avoir lieu, mais je dois rappeler que ce que les membres du Conseil s'apprêteraient à voter est illégal, et mon avis d'illégalité figurera dans la décision finalement prise. Et donc vous pouvez parfois être le méchant qui empêche une décision, ou bien
C'est un peu vite dit. Je ne peux jamais empêcher une décision, et c'est très bien comme ça. Je n'ai aucune légitimité démocratique. Je suis fonctionnaire, je ne suis pas élu. Donc évidemment, la légitimité démocratique revient aux élus et le pouvoir de décision leur revient à eux. Simplement, il s'agit de tenir compte ou pas, mais c'est toujours mieux de tenir compte de l'avis que j'émets. Ça n'est qu'un avis d'illégalité. Évidemment, on ne sait pas ce que la tutelle fera après de cet avis donné par le secrétaire général. Et donc vous assistez effectivement à toutes les réunions politiques, à tous les organes politiques délibérants. Tous les organes délibérants, donc le Conseil de l'action sociale, le bureau permanent, les différents comités, le comité de concertation CPS commune. Je suis donc membre, mais sans pouvoir de vote et de décision dans aucun de ces organes. Et j'en tiens la plume, puisque le président choisit les points de l'ordre du jour, mais c'est à moi qu'il revient de faire le procès-verbal de ces réunions. C'est ça. Mais ça, on y reviendra sur le comité de concertation. Mais est-ce qu'il existe quand même des différences entre un secrétaire général et un secrétaire communal ? Des différences. Pécuniairement, pas. Et dans nos tâches, oui, évidemment. D'abord, les missions qui sont confiées aux deux administrations sont relativement différentes. Il y a évidemment des services qui travaillent H24 dans les communes, mais dans les CPS bruxellois, c'est plus particulièrement le cas, puisque donc, tous les CPS bruxellois ont une maison de repos. Et donc, ça rend la nature de la mission aussi différente. Je pense qu'on a l'un et l'autre des spécificités dans la nature des fonctions. Bon, on n'a pas d'école et que les secrétaires communaux s'occupent des rapports avec les parents, les élèves, etc. Nous, c'est les familles à la maison de repos. Maintenant, au niveau des missions strictement légales, il y a une espèce quand même de copier-coller entre les deux lois, la loi communale et la loi CPS. Grosso modo, nous avons la même fonction, mais chacun pour une institution différente. C'est ça. Et si on revient... Est-ce qu'un conseiller communal aurait la chance de rencontrer le secrétaire général de son CPS dans les instances dans lesquelles lui siège ? Alors la chance, je n'en sais rien. La probabilité, oui. Donc le secrétaire communal peut accompagner, évidemment, le secrétaire général du CPS, peut accompagner le président du CPS lorsque le président du CPS va défendre au conseil communal le budget ou une modification budgétaire. Et de manière assez étonnante, c'est souvent peu connu, et quand c'est connu, c'est peu apprécié. L'article 28 de la loi organique prévoit que, vous l'avez dit, le président du CPS est membre du collège des bourgmestres échevins, mais le président peut décider de se faire accompagner du secrétaire général du CPS. Et je sais d'expérience que c'est parfois surprenant quand un bourgmestre et les échevins voient débarquer le président accompagné du secrétaire général du CPS. L'inverse n'étant absolument pas vrai, le secrétaire communal n'a aucune autorisation d'assister à une quelconque décision, délibération ou réunion au CPS. Oui, c'est vrai que ça, on a peut-être évoqué rapidement, mais c'est vrai que contrairement au conseiller, au secrétaire communal, c'est vrai que vous êtes le seul non élu à pouvoir siéger. Sauf que vous pouvez faire venir évidemment des experts, mais vous êtes le seul non élu à pouvoir être présent de manière systématique dans tous les organes. C'est ça. C'est même pas que je peux, c'est que je dois. Vous devez être là. Qui se tiendrait sans le secrétaire général n'est pas valable. C'est ça. Et donc un bourgmestre a aussi l'occasion de vous rencontrer de temps en temps. Lui, là, j'ai aussi l'occasion de rencontrer le bourgmestre, puisque, comme vous l'avez bien dit, le bourgmestre a le droit d'assister aux réunions du Conseil de l'action sociale, uniquement le Conseil de l'action sociale. Le bourgmestre ne pourrait pas assister au bureau permanent ou au comité spécial. Et en effet, si le bourgmestre décide de venir, il peut, ce n'est pas une obligation, exiger d'avoir la présidence de la réunion. Ok. Et alors, pour revenir un instant sur le comité de concertation. Dites-nous un peu, vous qui êtes un peu dans les organes, dans les secrets de ce comité de concertation, comment ça se passe en fait ? Alors, ce comité de concertation, comment il se passe ? C'est-à-dire que donc il y a une réunion tous les trimestres. Je dirais que 3 réunions sur 4 se passent bien. Et 1 sur 4 est plus tendue. C'est évidemment celle qui tombe à la période de l'année où il faut concerter la dotation communale pour le budget de l'année à venir. Traditionnellement, les CPS arrivent avec des demandes qui sont presque par principe inacceptables comme telles par la commune. Et c'est cette réunion-là, s'il y en a une des 4 qui est tendue, c'est celle-là. Tout le monde venant avec ses arguments, ses besoins, ses envies, ses nécessités, mais également ses limites.
c'est parfois un peu tendu, mais il y a toujours, en tout cas de mon expérience, toujours une solution qui agrée au final les deux parties, qui est dégagée à l'issue. Il faut parfois 2 ou 3 réunions avant d'aboutir à la fixation au centime près du montant de la dotation communale, mais on y arrive toujours. Et donc je pense que la création, c'est pas un comité qui était prévu à l'origine, c'est un 26 bis, ça montre bien que ça a été ajouté après la création des CPS, mais c'est une très bonne idée d'avoir ajouté l'existence de ce comité. Et donc vous avez à la fois dans ce comité de concertation, on l'a dit, des représentants communaux et des représentants du CPS. Donc le bourgmestre, le président, c'est un comité obligatoirement paritaire, donc il ne peut pas y avoir une des deux institutions qui est plus représentée que l'autre. Donc les deux, je dirais, chefs de corps, le bourgmestre d'un côté et le président de l'autre, le secrétaire communal, le secrétaire général, et puis un nombre équivalent de représentants du Conseil de l'action sociale et de représentants du Conseil communal. Souvent, ce sont les échevins qui sont, ou 2 ou 3 échevins qui sont désignés, et dans ce cas-là, il y aura 3 membres du Conseil de l'action sociale. Alors évidemment, comme dans les autres réunions, la présence de conseillers techniques est tout à fait autorisée. Le receveur communal, directeur des finances, un comptable particulièrement au courant de telle ou telle problématique peut évidemment tout à fait, ou la DRH, s'il s'agit d'un point qui n'est pas budgétaire mais qui concerne le cadre ou le statut administratif et pécuniaire. Alors si on revient un court instant sur le budget, oui. Donc c'est vrai qu'on dit les CPS coûtent de plus en plus cher oui. Aux communes, les dotations explosent. Oui. Je vous ai parlé, je vous ai dit, d'ailleurs ça me rappelle, il y a à peu près 2 ans, je pense, quand on avait, il n'y avait pas une commune qui demandait moins d'une augmentation de dotation communale à plus de 2 chiffres. Parce qu'on était à plus de 10% dans les 19 CPS. Je pense qu'il n'y a plus, par exemple, j'ai connu l'époque où président de CPS, c'était pas très couru comme poste, et beaucoup d'échevins géraient dans leur département un budget supérieur à celui du CPS. Maintenant, je pense que tous les présidents de CPS bruxellois ont la responsabilité d'un budget que peu d'échevins peuvent avoir. Oui. Ouais. D'ailleurs, pour avoir un ordre d'idée, vous avez les 2 plus gros CPS bruxellois, c'est Scarbeck avec 250 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires, on a envie de dire, et on dépasse les 500 à l'échelle de la ville de Bruxelles. Et puis on descend, et dans le vote par exemple, c'est combien ? On se dirige pour cette année à 72 millions d'euros. Voilà. Pour Woluwe-Saint-Lambert. Pour Woluwe-Saint-Lambert, oui. Donc vous dites que évidemment, aucun des échevins de Woluwe-Saint-Lambert qui peut prétendre avoir un budget de 72 millions pour son département. Ok, mais écoutez, merci pour ces explications en tout cas. Ce qu'on voulait aussi peut-être voir avec vous, c'est avoir peut-être une idée sur, je vais passer à la slide différente, c'est les enjeux et les défis qui seront partagés évidemment pour la nouvelle mandature. Alors, vous avez vu que le lien entre la commune, le CPS, la population est évidemment très ténu entre les 2 instances, la commune et le CPS d'un côté et de l'autre. Et puis, on a choisi 3 dossiers qui nous paraissent emblématiques et qui sont peut-être très importants. Donc, je vais en laisser 2 pour Grégory Jacques et je vais prendre le premier. Donc, ces trois enjeux et défis qui vont être véritablement partagés. Pourquoi on a voulu vous en parler aujourd'hui ? Parce que ils sont effectivement des dossiers qui vont être très tendus pour les CPS, pour la prochaine législature, mais ils vont sortir et ça va largement déborder les murs de son seul CPS, notamment sur le plan financier. Et le premier de ces dossiers, c'est évidemment la décision prise légitimement et politiquement par le gouvernement fédéral d'exclusion des chômeurs de plus de 2 ans. Donc vous savez qu'on en parle beaucoup dans la presse, on en parle beaucoup au sein des CPS, on en parle de plus en plus au sein des communes et notamment de la conférence des bourgmestres, puisque cette exclusion de chômeurs va potentiellement en tout cas toucher 44 000 personnes à Bruxelles, sur les 59 000 chômeurs bruxellois. Donc chômeurs, on entend par là évidemment ceux qui sont les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, les chômeurs complets indemnisés par l'ONEM ou par Actiris. Et donc sur ces 59 000 personnes qui sont visées par la mesure, eh bien il y a un certain nombre. Alors on ne sait pas évidemment ce nombre, on ne connaît pas évidemment ce nombre, ça dépendra évidemment des décisions qui seront prises et qui vont affiner la mesure, mais on pourrait avoir jusqu'à 17 000 personnes qui vont émarger demain, le lendemain, parce qu'ils n'auront plus de revenus d'intégration, enfin n'auront plus d'allocation de chômage, ils devront bénéficier de revenus d'intégration et donc vont se retrouver sous la houlette des CPS.
Et donc voilà ce qui fait très peur aujourd'hui à l'ensemble des CPAS, très peur dans le sens où, du jour au lendemain, presque, il va y avoir une augmentation de plus de 30% du public des CPS. Donc vous imaginez aujourd'hui le nombre de revenus d'intégration dans chacun des CPAS bruxellois. Il y en a à peu près 46 000 à l'échelle de Bruxelles. Eh bien, potentiellement, vous augmenterez de 30% ce public qui va se retrouver dans les CPS, ce qui veut dire évidemment une augmentation de nécessité du personnel, de nécessité de locaux, de nécessité d'accompagnement. Voilà. Donc tout ça est quelque chose qui, pour le moment, en tout cas, anime beaucoup les présidents de CPS, les nouveaux présidents de CPS, un peu les secrétaires généraux aussi, j'imagine, hein, parce que vous devez imaginer. On doit réfléchir à toutes les conséquences de ça. Il y a évidemment, comme vous l'avez dit, les conséquences budgétaires. Au-delà de ça, quid des travailleurs sociaux et des travailleurs administratifs à engager pour pouvoir éponger ces demandes qui arriveront, quid des investissements en matériel informatique, bureaux, locaux parfois. Certains collègues ont une administration qui est logée dans des locaux qui ont atteint la limite de leur capacité, et mettre un travailleur de plus, ça n'est pas possible. Et donc il faut envisager tout ça. Bon, on va voir. Il faut maintenant attendre d'avoir des données plus fines, plus précises. On ne connaît pas, par exemple, l'entrée en vigueur de la mesure. Et puis, même une fois que tout sera connu, il restera l'imprévisible, c'est-à-dire le facteur humain. Est-ce que vraiment toutes ces personnes visées vont se tourner aux CPS, avec aussi la problématique des personnes qui viendront vers le CPS, pour lesquelles il faudra dire non, vous n'avez pas droit d'après nos barèmes. Et c'est peut-être une des catégories qui va causer le plus de problèmes, puisque quand on finit par octroyer une aide, on perçoit quand même un remboursement partiel. Mais quand on dit non, on a fait tout le travail d'analyse, mais on n'a aucun remboursement. Oui, le remboursement partiel, si vous ne le savez pas, vous devez savoir que le revenu d'intégration qui est octroyé à toute personne qui a droit et qui a fait la demande au CPAS, eh bien, il y a 70% qui est remboursé par l'État fédéral, et donc 30% restants sont à charge des pouvoirs locaux, du CPAS en lui-même. Et puis, comme on a dit, plus il y en aura, plus il y aura de demandes, et donc plus les demandes et la masse financière va émerger évidemment sur la dotation communale. Et donc voilà pourquoi on avait choisi ce premier dossier à tenir à l'œil, parce qu'effectivement, comme l'a dit Grégory Jacques, on n'a pas d'informations plus précises à part une décision politique prise par la nouvelle majorité fédérale, mais on doit attendre évidemment d'avoir des données plus précises pour pouvoir calculer au mieux. Mais potentiellement, on est de l'ordre des 30% d'augmentation du public dans les CPS. Il y avait deux autres dossiers, donc je vous les laisse. Vous m'avez demandé de réfléchir à deux autres défis. Alors j'en ai évidemment trouvé deux sans difficulté, et c'est peut-être une des choses qui fait que la fonction est aussi passionnante, c'est qu'on ne manque pas de défis. On ne risque pas de s'endormir. Alors, bon, je vais en développer deux, et les deux autres, je vous les citerai pour mémoire. Il y a une spécificité bruxelloise, c'est l'avenir des maisons de repos. Donc, tous les CPS bruxellois, ça a déjà été dit, ont au moins une maison de repos. Certains en ont deux, XL, UCLE par exemple. La ville en a 5. Et donc, il existe sur le territoire de la région une série de maisons de repos publiques. Peut-être n'est-ce pas connu, mais depuis, en tout cas, la crise du Covid, et même déjà un peu avant, un nombre conséquent des lits de ces maisons de repos sont inoccupés. Hein, on parle d'encore environ 2500, 3000 lits vides en région bruxelloise. Et ça représente une charge. Et il y a, semble-t-il, aucun espoir que ces lits soient à nouveau occupés. Par ailleurs, même quand ils sont occupés, ces maisons de repos représentent une charge conséquente sur les finances locales. Et donc, une étude a été menée au cours de la mandature dernière sur ces maisons de repos, leur situation, leur financière, mais pas que financière. Il y a des normes à respecter, des normes architecturales, des normes de personnel, etc. Et un des défis de la mandature qui vient de commencer, ça va être l'avenir de ces maisons de repos à coup sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mutualiser? Si oui, quoi, comment? Des bassins, des zones, un réseau unique, que sais-je. Mais celles d'entre vous qui sont mandataires CPS, vous allez voir ce dossier revenir sur la table du Conseil d'action sociale. C'est à mon avis inévitable. Un deuxième sujet, c'est les hôpitaux Iris. Donc, vous connaissez tous ce réseau d'hôpitaux publics.
initialement, ce réseau a été constitué au départ d'hôpitaux qui appartenaient aux différents CPS bruxellois. C'était courant dans les grandes communes que le CPS dispose d'un dispensaire, d'un hôpital, etc. Et c'est en agglomérant ces hôpitaux que le réseau s'est constitué. Il a été constitué pour 30 ans et on arrive au bout de ces 30 ans. Et donc, il n'y a plus dans les CPS aucun secrétaire général qui était déjà en poste lors de la création de ce réseau. Mais tous les CPS ont contribué d'une manière ou l'autre avec des apports de bâtiments en bail amphithéotique, avec du transfert de personnel, etc. Et que va-t-il se passer dans un an ou deux quand ce réseau IRIS va prendre fin, puisque la date limite pour laquelle il a été constitué pour 30 ans va arriver. Ça va être un beau défi aussi pour pas mal de CPS, en tout cas tous ceux qui ont décidé à l'époque de jouer dans l'aventure IRIS. Et alors, 2 autres points. Un lié à l'actualité, les CPS vont être audités. C'est le résultat d'une commission parlementaire médiatisée. Et donc, il faut se préparer à cet audit. En quoi va-t-il consister exactement? On n'en sait rien encore, mais nous allons être audités. Et en lien avec ce point d'audit, c'est un 4e défi, c'est le défi de l'informatisation des CPS. Beaucoup de CPS bruxellois disposent encore de programmes totalement obsolètes. Quand je dis obsolète, c'est un programme qui n'est même pas capable de faire un extract Excel, par exemple. Des programmes où il n'y a pas encore de souris. On doit encore jongler avec les doigts sur le clavier pour passer d'un écran à l'autre ou d'une ligne à l'autre dans le programme. Ces programmes modernes existent, ils représentent un coût. Au-delà du coût qu'ils représentent, ils représentent une masse de travail énorme. Migrer d'un programme vers un autre, ça ne se fait jamais facilement. Et comment répondre facilement et de manière claire aux audits si par ailleurs on est doté de programmes d'avant-guerre qui ne vont pas pouvoir facilement éditer des tableaux de bord et des extracts de données. Et donc ça, pour les audits, on y passera sans doute tous. Les problèmes informatiques, certains sont plus avancés que d'autres, mais ça reste un gros défi. Alors vous apprendrez à l'existence de Weeples et l'existence en face de Weeples de Civadis. Et puis chaque CPS se fera sa religion en la matière, mais il y aura dans les 6 années à venir des décisions à prendre aussi en matière d'informatisation des CPS bruxellois. Bien, merci. Vous voyez que donc il y a 5 ans, quasi pile poil, on demandait de prendre soin de soi et des autres. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, vous, conseillers communaux, et certains conseillers de CPS qui sont là aussi, prenez soin de votre CPS. Il aura besoin évidemment. Alors, il ne faudra pas le laisser faire tout. Non. Et n'importe quoi, ça c'est vrai. On a voulu vous expliquer un peu quel regain de popularité avec le Covid. En effet, tous les ministres ont dit, si vous êtes dans la mouise, n'oubliez pas, il y a toujours un CPS dans votre commune. C'est très bien. C'était une des premières fois que nous avons eu une publicité un peu positive sur les CPS. Et donc on s'est souvenu que nous existions, c'est très bien. Mais voilà, les CPS vont avoir 50 ans dans un an. Et il ne faudrait pas qu'on les tue en les assommant sans leur donner les moyens de pouvoir relever les missions qu'on leur confie. Effectivement. Et puis 50 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc faisons en sorte qu'ils aient encore quelques années devant eux, même si effectivement les enjeux vont être colossaux. Et donc on espère que par cette petite présentation, on vous a en tout cas attiré l'attention sur l'existence de cette institution, de ce pouvoir local qui est aux côtés des CPS, mais qui est aux côtés de vos communes, qui est important, qui a une mission importante, qui a des missions légales qui sont très importantes et qu'on espère que vous pourrez prendre un certain goût, en tout cas, et n'oubliez pas qu'une fois par an, vous aurez l'occasion, dans vos conseils communaux, de rencontrer votre président de CPS, mais aussi votre secrétaire communal local et secrétaire général local, dans le cadre de ce large pouvoir qui est de prendre soin budgétairement, en tout cas financièrement, de son CPS. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, je rappelle aussi pour les conseillers de CPS qui sont éventuellement là, que nous ferons aussi, vous serez à mon avis invités aussi, ou en tout cas informés de la date bientôt, mais en tout cas, on fera aussi une journée spécifique pour les conseillers de CPS dans quelques semaines. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation.